Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Ce mercredi, Corinne Hérel, élue dans les Côtes-d'Armor et décédée brutalement la semaine dernière, a été inhumée à Lannion. Des témoignages lui ont été rendus, vous l'entendrez. Le 10 mai, c'est le jour où l'on commémore l'abolition de l'esclavage. La cérémonie se déroule depuis 2007. Et puis l'entreprise Doux, toujours dans de graves difficultés, les poulaillers sont vides chez les éleveurs. Il y a du nouveau dans le paysage médiatique breton. On va retrouver Gwenaëlle Fleur dans le duplex. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Julie, ravie de vous retrouver. Et oui, effectivement, et vous nous présentez aujourd'hui une grande nouveauté au Télégramme. Oui Julie, elle est jeune, elle est mobile, elle est dynamique, elle est souriante et elle est bretonne. C'est la toute dernière des éditions du Télégramme à découvrir désormais chaque jour en ligne sur votre smartphone, votre ordi ou votre tablette à 18h30. Son nom, c'est le Télégramme Soir. Et on a hâte que vous nous en parliez dans un instant, Gwen. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 10 mai 2017. La députée des Côtes-d'Armor, Corinne Hérel, a été inhumée ce mercredi à Lannion. Une foule nombreuse était présente dans l'après-midi devant l'église Saint-Jean-du-Bailly où s'est déroulée la cérémonie. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, était présent avec d'autres personnalités politiques d'importance. Corinne Hérel avait rejoint le mouvement En Marche au début de l'aventure. L'élu a été victime d'un malaise cardiaque vendredi dernier en pleine réunion publique. Et pour les personnes qui l'ont côtoyé en Côtes-d'Armor, c'est le choc. On va d'ailleurs écouter deux témoignages issus du monde politique et syndical recueillis par Mathilde Kemener. C'est une grande personne qui part. On a eu sur Lannion et sur le Trégor des personnalités comme Pierre-Yves Entremet, comme Alain Gouriou. On peut la mettre dans la même lignée que ces deux personnalités-là. Pour son engagement, c'est vrai qu'elle ne prenait pas beaucoup de vacances. Elle a dit, elle ne prenait pas de vacances. Elle était toujours engagée et puis disponible. Encore une fois, moi, ce qui me ressort de tout cela, de toute cette période-là, c'est sa disponibilité, sa gentillesse et puis sa volonté de faire avancer les choses, quoi. Elle était sur tous les dossiers. Le dossier de l'extraction de sable, elle l'a pris à bras-le-corps aussi. Elle aimait son territoire et tout le monde pouvait avoir accès à Corinne Hérel. C'était quelqu'un de très accessible et donc c'était aussi un élu exemplaire, une élue exemplaire. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait, c'est facile aujourd'hui de taper sur les élus. Je pense qu'elle est comme des milliers d'autres, mais elle avait une intégrité, une responsabilité et une humanité qui était remarquable et qui fait que d'ailleurs les éloges viennent de tous bords pour saluer la mémoire de Corinne Hérel qui était vraiment une élue remarquable. Ce mercredi, on commémore l'abolition de l'esclavage. À Brest, des lycéens de Vitré en Ille-et-Vilaine et de Quimper se sont retrouvés. Ils sont liés à l'UNESCO par leur établissement et travaillent donc régulièrement sur cette question. Malgré la fin de la traite négrière en 1848, des formes modernes d'esclavage continuent d'exister. Ardiouma Sirima, CPE dans le lycée de Vitré présent aujourd'hui et aussi vice-président de la Fédération française pour l'UNESCO, nous en dit plus devant la statue du souvenir à Brest. Je suis éducateur, donc le souci c'est de dire toute question, aussi grave soit-elle, peut et doit être traitée, mais à condition de l'inscrire dans une perspective d'éducation à la citoyenneté. On fait le lien avec aussi les formes modernes de l'esclavage. On voit bien que pour ne prendre que ce cas, qui est aussi grave que les autres, par exemple l'esclavage sexuel, toute situation où des êtres humains peuvent être niés dans leur dignité doit nous choquer. En bref, un nouveau séisme ce mercredi à 13h01 près de Quimper. La magnitude relevée de 3,4 sur l'échelle de Richter. C'est le second épisode sismique depuis ce début de semaine. Ce lundi, après 15h, un tremblement de terre de magnitude de 3,2 avait été ressenti entre Concarneau et Quimperlé. Dans les Côtes-d'Armor, la sécheresse continue d'inquiéter les autorités. De nouvelles mesures ont été prises par le préfet pour compléter celles prises dès le mois de janvier. Il est désormais interdit d'arroser les pelouses, les terrains de sport, d'irriguer les terres agricoles et de remplir les piscines. À noter peut-être une amélioration sur ce sujet. Quelques précipitations sont prévues sur la Bretagne dans les prochains jours. Économie et de grosses inquiétudes planent autour de l'entreprise Doux à Châteaulin dans le Finistère. La conjoncture mondiale du marché de la volaille est mauvaise et plombe les comptes du nouveau propriétaire. L'avenir du site est donc remis en question. Le point avec Frédéric Lorenzo.
Les éleveurs bretons et français de volailles sont en grande difficulté. La fermeture des frontières en raison de la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France et la concurrence internationale ont vidé les poulaillers, faute de déboucher à la vente. Pour cet éleveur, les causes de cette situation ne sont pas que conjoncturelles. Il faudrait donc que l'export reparte et il faudrait que les importations diminuent. Il faudrait que nos industriels transformateurs jouent le jeu de l'étiquetage, jouent le jeu de l'étiquetage d'origine des viandes, comme la loi les y contraint en principe depuis le 1er avril, et on voit bien qu'ils s'en moquent totalement. Au niveau mondial, les cours de la volaille ont fondu de 30%. 18 mois après le rachat de Doux par Terrena, l'entreprise est à nouveau en difficulté. Elle a perdu plus de 22 millions d'euros en 2016. Une perte que le nouveau propriétaire ne veut pas voir se renouveler en 2017. Il y avait une équipe de nuit qui avait été mise en place en 2011, avant le dépôt de bilan du groupe Doux. Cette équipe était composée de 150 personnes. Elle s'est vue diminuer de moitié l'année dernière déjà, premier impact, qui a été mis en place en 2016. Et donc cette année, c'est 70 salariés encore qui ont perdu leur emploi. Certes, c'était des salariés qui étaient en précaire, donc type CDD et intérimaire, mais qui pour certains étaient là quand même depuis 2011. Le site de Châteaulin emploie encore près de 500 salariés, dont une forte proportion avec de l'ancienneté. En 2000, le groupe Doux employait 13 000 salariés. Ils ne sont plus que 2300 aujourd'hui. Un anniversaire à présent, 50 ans, c'est l'âge de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM. Les 7000 bénévoles ont réalisé plus de 5500 interventions en France en 2016. Et en Bretagne, l'association est très présente. Le musée de la Marine à Port-Louis, dans le Morbihan, a décidé de retracer l'évolution du sauvetage en mer à travers une exposition. Clara Gestin. Prince de Bretagne, avons cassé un flotteur. M'aider, c'est un des premiers mots qu'on dit lorsqu'on appelle au secours sur le canal 16. Donc c'était évident pour nous que ce soit ce titre-là. Les voix et les visages de la SNSM, ce sont 250 personnes sur le Morbihan réparties sur 9 stations permanentes. Des bénévoles principalement que l'on retrouve aussi bien en mer que sur les plages l'été. C'est une vitrine qu'il faut venir voir parce que il n'y a pas que la SNSM, il y a aussi tout le dispositif de sauvetage en France, comment est organisé le sauvetage en France, et montrer qu'en fin de compte, ce sauvetage à 80%, ce sont des bénévoles, des gens qui s'investissent bénévolement pour partir 24 heures sur 24, à n'importe quel moment de l'année. Suivant le temps, on ne choisit pas le temps. Nous, notre but, c'est le sauvetage de la vie humaine en mer. Après l'appel du CROSS, les sauveteurs doivent être en mesure d'intervenir en moins de 10 minutes. À la station SNSM de Lorient, ils sont 25 bénévoles pour une trentaine d'interventions par an. Il y a de tout niveau, il y a des navigants, il y a des gens qui sont à terre, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, charpentiers. Parce qu'on travaille, ça va être en entretien, il faut la faire tenir, donc il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, même si on n'est pas mécanicien, on donne un coup de main au mécanicien qui a des réparations à faire. Non, c'est un esprit d'équipe qui pour moi est fantastique. Pour en savoir plus sur les missions de la SNSM, l'exposition est visible jusqu'au 31 décembre. Et on vous parle maintenant d'une plante originale, la Mertensia maritima. 2 pépiniéristes seulement la cultivent en Bretagne. Alors pourquoi est-elle si spécifique? Je ne vous en dis pas plus. Aurélia Bossé nous dresse le portrait de cette plante dans ce reportage. Faut goûter. Ouais. En pain beurre, c'est bien. Ça a l'air sympa. Cette petite plante avec des feuilles bleu-vert a un goût d'huître. Appelée Mertensia maritima, elle a commencé à se faire connaître sur les marchés et foires aux plantes. Sébastien en cultive une petite quantité depuis 1 an. Très prisé par les passionnés de jardinerie, il passe à la boutique de la pépinière pour se la procurer. Chez les jeunes, on a le dernier iPhone. Chez les jardiniers, on a le dernier plan que les autres n'ont pas pour l'instant, parce qu'il y a très peu de personnes encore qui en ont. On est sur un plan de niche aussi. L'année dernière, j'ai dû en vendre une cinquantaine, centaine à peu près. Et là, on va être quasiment au double cette année de vente du coup de Mertensia. Un nombre de ventes qui double mais qui pourra difficilement tripler. Cette plante est difficile à apprivoiser. Elle a un taux de rendement très faible, mais cette période de l'année est idéale pour la multiplier par bouturage. Pour qu'elle réussisse, il faut qu'il y ait un taux d'humidité fort. Le paradoxe, c'est qu'elle aime bien le sec, donc du coup c'est compliqué d'arriver à avoir une plante, d'où le problème de réussite. Du coup, il faut que je découvre moi-même comment réussir à arriver à faire 100% de réussite plutôt que les 50%, quoi. Chez les restaurateurs étoilés de Bretagne, c'est aussi la dernière tendance. Des entrées avec du poisson sont préparées. La Mertensia n'a pas fini de surprendre les adeptes du goût.
Nouveauté côté média, bienvenue à la nouvelle édition du Télégramme, le Télégramme Soir, et Gwen Fleur est avec nous pour en parler dans le duplex. Alors Gwen, qu'est-ce donc que le Télégramme Soir? Dites-nous en plus. Alors, comme vous le disiez, Julie, c'est effectivement une nouvelle édition du journal, mais cette fois-ci, pas de papier. Il s'agit d'une publication uniquement numérique. On y accède depuis l'application ou le site internet du Télégramme pour la consulter indifféremment sur smartphone, sur ordinateur ou sur tablette. Chaque jour, du lundi au vendredi, le Télégramme Soir propose une douzaine d'articles à découvrir en ligne à 18h30. Pourquoi ce nouveau rendez-vous, Gwen ? Alors, le Télégramme Soir a 3 ambitions. D'abord, séduire un public plutôt jeune, de 25 à 45 ans, qui privilégie de plus en plus le mobile pour s'informer. Et puis, avec le Télégramme Soir, nous voulons aussi sortir d'une actualité anxiogène et mettre en valeur la Bretagne positive, celle qui innove, celle qui voyage, celle qui ose. Tous les jours, dans les colonnes du journal, on découvre des initiatives formidables. Et donc, dans le Télégramme Soir, nous présentons chaque jour, au travers d'une dizaine de portraits et de reportages, les gens qui font bouger la région, du cœur du centre-Bretagne à la côte de Granit-Rose, en passant par la pointe du Finistère, le pays Bigoudin ou les îles du Morbihan. Bref, toutes les bonnes idées locales qui font la Bretagne sont dans le Télégramme Soir. Alors, séduire un public jeune et mobile, mettre en valeur une Bretagne positive, et la 3e ambition alors du Télégramme Soir. Eh bien, on peut le rappeler, Julie, le Télégramme est un groupe de presse multimédia et le Télégramme Soir se veut une fenêtre ouverte sur cette richesse éditoriale. Les lecteurs de notre formule du soir vont donc retrouver des articles du journal, certes, mais aussi ceux des publications affiliées au groupe Télégramme, c'est-à-dire Le Poer, 7 jours à Brest, Bretagne Magazine, le mensuel de Rennes et le mensuel du Morbihan, sans oublier, bien sûr, des reportages réalisés par TBO et TB Sud. Évidemment, merci Gwen, et on le rappelle donc, le Télégramme Soir, tous les soirs à 18h30 sur l'appli et le site internet du Télégramme, et pour les abonnés, c'est gratuit. Et on retrouve tout de suite le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Benjamin Bréon. Opération sauvetage ce mardi sous le pont de l'Arteloire à Brest. Objectif, remonter 3 guérites allemandes enterrées là depuis plus de 70 ans avant de les transporter à la Pointe Saint-Mathieu dans un musée sur le point d'ouvrir. L'opération a échoué, mais ce n'est que partie remise. Le tournage de la série policière Agathe Coltès a repris ce mercredi sur le port de Vannes. France 3 en a commandé 2 nouveaux épisodes après la diffusion de la première saison qui a réuni en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs. Et on termine en musique et en finesse avec le nouveau clip des Nantais d'Elmer Footbeat, ressuscité de la vague alterno-potage des années 90. Ça s'appelle Martine à la plage, c'est sorti ce mercredi et on peut vous le chroniquer en chanson. Non, toi non plus, tout n'a pas changé. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain à 19h, très bonne soirée.